9h-11h, entrée sans frapper sur la première. Notre invitée ce matin d'Entrée sans frapper, Pauline Klein pour son nouveau roman « Les souhaits ridicules » paru chez Alia. Bonjour Pauline Klein. Bonjour. Alors vous êtes fait connaître il y a quelques années déjà avec un premier roman remarqué, Alice Kahn. Il y a eu ensuite Fermer l'œil de la nuit et désormais votre dernier roman, Les souhaits ridicules, toujours chez Alia. C'est notre coup de cœur d'Entrée sans frapper en ce moment et moi je considère ce livre comme l'anti-50 Shades of Grey, donc on va en parler d'ailleurs de ça dans quelques minutes. Les souhaits ridicules nous immergent dans la tête de la narratrice qu'on va découvrir toute petite d'abord. On lui diagnostique une allergie aux territoires étrangers. C'est le diagnostic d'un druide breton. Et puis, dans le temps, on va découvrir notre personnage, la quarantaine, en couple avec 2 enfants, et on va le comprendre assez vite, une vie un petit peu ennuyeuse, un peu formatée. C'est dans l'état d'esprit de votre narratrice, c'est une espèce de crise de la quarantaine, c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, une crise de la quarantaine. Je pense que ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, c'est un moment où le temps se condense étrangement. On a des enfants, on se replonge dans l'enfance, on se replonge dans notre propre naissance, dans notre propre enfance. Et puis de l'autre côté, on se rapproche de la mort, d'une seconde partie de la vie. Et donc j'ai voulu dans ce livre montrer comment la crise de la quarantaine pouvait être un saut de chat. C'est-à-dire, en un instant, on redécouvre son enfance à travers ses enfants, sa propre mort à travers une nouvelle perspective qu'on a de sa propre vie. Et tout ça est condensé en une seconde. C'est pour ça que le livre est très court et que j'ai essayé de résumer ce vertige du temps à la fois très dilaté. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Oui, mais je pense que c'est l'idée aussi finalement que à 40 ans, c'est se rendre compte que le temps qu'il nous reste à vivre est peut-être pas aussi passionnant et excitant que ce qu'on a connu les 40 dernières années et qu'on va vers une espèce d'affaissement. On a des rêves à 20 ans et à 30 ans et on s'imagine que on veut trouver l'homme de sa vie, qu'on veut avoir des enfants et puis lorsqu'on les a faits, on a une sensation que les choses sont faites. Oui, il y a un mari, oui, il y a des enfants, oui, il y a une maison et ensuite tout le vertige des possibilités qu'on avait à 20, 25 et 30 ans, ça fesse en effet un petit peu. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces personnages qui ont peuplé notre vie ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, moralement, matériellement, psychologiquement ? Qu'est-ce qui nous est permis d'espérer encore ? Il y a une forme de monotonie qui s'installe dans la vie de votre personnage. Et pour combattre cette monotonie et cette vie un peu terne, la narratrice va laisser le loup entrer dans sa bulle. Alors, le loup étant ici un jeune collègue, ils ont à peu près 10 ans d'écart, un peu plus. Le loup, c'est le terme que vous utilisez, parce que vous avez choisi, pour raconter cette histoire, d'utiliser les codes du conte. Les souhaits ridicules, c'est d'ailleurs un conte qui a été popularisé par Charles Perrault. Pourquoi la mécanique du conte ? Parce que ce sont des mécaniques qui rentrent dans la vie d'une femme à partir du moment où elle a des enfants et lorsque les enfants commencent à avoir 2 ans, 3 ans ou même avant, ils écoutent les contes que leurs parents leur racontent. Et il est souvent histoire de loup, de petite fille qui a peur, de princesse, de prince, tous les clichés qu'on a quand on est enfant et qu'on essaye de résoudre quand on se marie, en essayant de faire le deuil de tous ces clichés. Il n'y a pas de prince charmant, il n'y a pas d'homme idéal, etc. Finalement, on finit par se marier et puis on raconte un peu la même chose à nos enfants en essayant de tempérer le fantasme. Non, ce n'est pas un prince, n'aie pas peur du loup, ça n'est pas grave. Mais finalement, on est aussi excité en tant que femme à l'idée de retrouver le conte, mais dans une mesure différente. On n'a plus envie d'avoir peur du loup, on a au contraire envie de se perdre dans les bois. On est justement, comme vous disiez, comme les désirs s'affaissent un peu et que la maison est bien rangée, qu'il faut nettoyer le bain des enfants et faire la cuisine et qu'on rentre dans une espèce de mécanique un petit peu rébarbative, un petit peu ennuyeuse. On a envie tout d'un coup du désordre de la forêt, qu'un loup décoiffé et sauvage vienne mettre un peu le souk dans tout ça. Et donc on lit à ses enfants, attention derrière le buisson, qu'est-ce qui se cache, le loup, au secours. Mais nous, en tant que femme, je pense qu'on est excités par... donc il y a une double lecture. Et le livre raconte quelque chose, un vertige un peu sexuel avec des désirs de femmes qui sont mélangés à des mots très aseptisés auxquels il faut faire il faut pas dire de gros mots devant les enfants, il faut se tenir à carreau, il faut bien expliquer, il faut être patient, il faut dire que c'est pas grave, il faut ménager. Et d'un autre côté, il y a une espèce de désordre amoureux physique, sexuel qui a lieu chez les femmes. Et ces deux mondes sont très difficiles à concilier.
Ouais. La violence sexuelle qui a lieu, mélangée au monde très puéril et naïf que doit être celui de l'enfance. C'est la question du désir, finalement, qui est centrale. Il y a une phrase de Charles Perrault que vous mettez en exergue au tout début du livre, qui est celle-ci. « Quand on peut obtenir un empire, de l'or, des perles, des rubis, des diamants, de beaux habits, est-ce alors du boudin qu'il faut que l'on désire ?» C'est parce que je la trouvais drôle. Oui, parce très que drôle. Comme il y a plein le de moments livre qui est sont très d'ailleurs dramatique, je me disais, il faut quand même parler un peu de boudin. Oui, mais il y a des moments qui sont quand même très très drôles aussi. Mais c'est vrai, alors là, c'est la question du désir qui est quand même au cœur de votre histoire, Pauline Klein, parce que c'est un désir qui a quelque chose d'assez insondable, d'ailleurs, parce que sur lequel on n'a pas beaucoup de prise, parce qu'on est entre le désir sexuel, mais aussi l'envie d'une passion dévorante, quelque chose de l'ordre de l'ivresse, comme ça. C'est un peu un truc entre les deux. Oui, je pense que c'est lié au fait d'avoir des enfants. C'est ce que je disais sur une naissance, un bébé dans une vie, et je ne suis pas la seule à le dire. On n'est pas dans un monde où les femmes disent aujourd'hui c'est super, c'est que du bonheur, entre guillemets, d'avoir des enfants. Et beaucoup de femmes portent cette voix-là, ce message-là, de la violence de ce que c'est que d'avoir un enfant. Et la première sensation qu'on a chez beaucoup de femmes, je crois, lorsqu'un enfant naît, c'est pas de l'amour, c'est la peur. On a très peur, c'est très sauvage. Ensuite, il y a de l'amour, mais on ressent tout un tas de choses qui sont hyper paradoxales, complètement folles. On a peur que l'enfant meure, on a des peurs complètement irrationnelles, complètement folles, qu'on a du mal à verbaliser parce que on est aussi dans un monde où il faut se tenir. Et on peut pas dire n'importe quoi non plus sur nos angoisses de mère, parce que sinon ça veut dire qu'on est une mauvaise mère. En même temps, il faut quand même avoir une vie. Donc, il y a dans la presse, dans le discours ambiant, quelque chose qui dit aux femmes: il faut être une bonne mère, mais il faut quand même avoir sa vie. Il faut être là, mais il faut quand même être heureuse. Être une bonne mère, c'est être une femme heureuse. Donc, il faut continuer à avoir une vie sexuelle. Mais c'est impossible de continuer tout ça. C'est impossible physiquement. On ne peut pas. Eh bien, on va reparler, Pauline Klein, de cette question du désir et du rôle que, effectivement, la société assigne à la mère de famille d'une certaine façon aujourd'hui, qui la coupe de tout désir sexuel et qui peut peut-être expliquer d'ailleurs le succès de ces new romance, de ce soft porn, notamment avec 50 Shades of Grey. Et justement, vous êtes l'exemple type avec les souhaits ridicules de l'anti 50 Shades of Grey. On va en parler dans quelques instants. Pauline Klein, vous êtes notre invitée ce matin d'Entrée sans frapper, donc pour les souhaits ridicules, votre troisième roman paru chez Alia. La première, Entrée sans frapper. Pauline Klein est notre invitée ce matin dans Entrée sans frapper pour les souhaits ridicules. C'est son troisième roman qui vient de paraître chez Alia. On le disait, Pauline Klein, votre roman, je trouve, c'est vraiment l'anti-50 Shades of Grey parce que c'est totalement à contresens des codes de ce qu'on appelle la littérature mommy porn, c'est-à-dire une romance érotique très stéréotypée avec une femme généralement initiée au plaisir sexuel par un homme plus âgé qui est très très riche. Et c'est toujours une sexualité très hygiéniste comme ça dans les descriptions. Et on peut avoir le sentiment que ça vient toujours assigner la mère de famille, la femme de manière générale, a un rôle dans la relation sexuelle, en tout cas dans la littérature populaire, comme ça, elle extrêmement stéréotypée. Et ici, chez vous, c'est tout l'inverse. Est-ce que vous aviez la conscience d'être une espèce de voix dissonante par rapport à tout ce qu'on peut lire sur le sujet ? Je ne l'ai pas lu, je vois de quoi il s'agit et j'ai des amis qui se servent de ce livre pour fantasmer, pas beaucoup, mais j'en ai un peu. Et je crois que les femmes, à partir du moment où elles n'assument pas vraiment ce mélange un peu odieux et très difficile à décrypter et à cerner qu'il y a entre la sauvagerie de l'enfance, la sexualité enfantine, l'impossibilité à renouer immédiatement des liens avec des hommes ou avec le père des enfants sexuels. On est obligé de fabriquer une espèce de nouveau territoire en balayant. Enfin, il y a deux solutions. Ou bien, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est d'essayer de raconter le vertige indicible et très complexe qui a lieu à ce moment-là, ou bien on nettoie et a lieu une espèce de sexualité hygiéniste, ce dont vous parlez. Et on peut en effet, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette période de leur vie dont je vous parle et qui vont sur des sites porno et qui ont besoin, qui finalement retrouvent une espèce de désir sexuel comme à l'adolescence,
très cru et très propre à la fois, peut-être en ayant le sentiment de résoudre ce vertige-là en invoquant des images plastiques et très crues à la fois. C'est-à-dire comme il y a dans les films porno, c'est-à-dire un mec viril, bronzé, avec un grand sexe, et puis une femme soumise avec des porte-jartelles, et puis elle lui bande les yeux. Bon, c'est les clichés qu'on a à l'adolescence. Ce sont des choses qu'on regarde à l'adolescence au début de la sexualité, c'est-à-dire quand il n'y a jamais eu de sexualité avant, quoi. Mais ce que vous nous racontez aussi, finalement, moi j'ai le sentiment, c'est que c'est la fragilité du fonctionnement du couple aujourd'hui, du modèle familial dans son ensemble aussi, voilà, et de tous ces dysfonctionnements. Il y a une espèce de portrait sociologique du couple là derrière qui rejoint un peu ce que raconte l'auteur Marcella Yacoub, qui a publié un peu La fin du couple, qui explique que le couple est une institution en crise, etc., c'est même une entité qui est amenée à disparaître. Vous aviez ce type de réflexion en tête ? Oui, bien sûr. Je suis d'une manière générale très intéressée très intéressée. Je me penche plus souvent vers le double fond de ce qui se donne à voir que la réalité. Quoi que je vois, je me pose la question de ce qu'on donne à voir. Donc le couple, c'est vraiment le summum de l'apparence face à laquelle on a envie de regarder ce qui se passe derrière. C'est vrai qu'un couple, c'est... on a dit tellement de choses, on fantasme énormément là-dessus, c'est une petite entreprise, ça doit rouler, ça doit marcher. Et en même temps, je connais peu d'hommes et de femmes qui sont vraiment joyeux, finalement, s'ils sont honnêtes. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Il y a un moment, je trouve vous parlez aussi du décalage générationnel entre ce jeune homme qui a 10 ans de moins que la narratrice et qui a une espèce de portrait de la génération Y, comme ça, les digital natives, très individualistes, pas beaucoup d'empathie, un peu prétentieux, etc. Et il y a une forme d'incompréhension d'ailleurs entre ces deux générations. Il y avait aussi cette envie de parler de ça ou voilà. Ça, oui, un peu. Je trouve que les gens de 20 ans sont presque plus intéressants et plus flexibles, et plus dans le doute vis-à-vis, mais peut-être que c'est juste parce qu'ils ont 20 ans. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, il y a une espèce d'arrogance parce qu'on commence une vie de couple, on est plein de certitudes, on a l'impression que ça va. Moi, quand je vois par exemple un jeune couple avec une femme enceinte et j'ai l'impression que c'est le premier enfant, et il y a une espèce d'arrogance dans leur façon de se présenter au monde, que j'avais moi aussi enceinte avec mon mari. J'étais, regardez-moi comme on est heureux, comme on a la vie devant nous. Et aujourd'hui, je vois chez cette génération qui est illustrée dans le livre par ce garçon, une espèce de désir de contrôle par le sport, par le couple, par les appartements. Je dis les appartements parce que je pense aux réseaux sociaux, à Instagram, que je regarde aussi et dont je fais un peu partie, mais j'essaye de mener un petit peu une réflexion sur, j'appelle ça un peu la vie carrée, c'est-à-dire la vie avec des images carrées, et ce qu'on dit de nous, là, je suis enceinte, je suis heureuse, voici mon mari, je filtre mon corps, je publie ça, je poste ça, regardez comme mes coussins sont jolis, regardez mon appartement, et je pense que ça a de vrais effets. Que ça soit pas la réalité, ça tout le monde le sait, j'ai rien inventé en disant ça, mais je pense que ça a des effets secondaires sur nos individualités, enfin sur ce qu'on est vraiment. Et je pense et ça aussi c'est une aseptisation de la vie et du regard qu'on porte sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se met à penser avec des yeux photographiques, on se met à... Moi-même, en rentrant, là j'ai vu la RTBF, le petit logo, je me suis dit, est-ce que ça ferait une bonne photo ou pas ? Et je pense qu'on est beaucoup dans cette perception un peu décalée de notre réalité. On se demande ce qui ferait bien, ce qui est publiable ou pas. Alors, est-ce que mon ventre à 7 mois de grossesse est publiable ? Est-ce que mon couple est publiable ? Est-ce que moi, assise nonchalamment avec mon mari, est publiable en tant que relation amoureuse ? Et je pense que ça rentre de façon pernicieuse dans la vie, ouais. Les souhaits ridicules, c'est le titre de votre dernier roman, Pauline Klein. Gros coup de cœur d'Entrée sans frapper. L'idée d'avoir traité dans un roman la crise de la quarantaine, l'ennui au sein du couple, la question du désir, etc. Ça a été traité 100 000 fois, mais vous avez une langue, vous avez une écriture, votre poésie, c'est extrêmement beau, puissant, désespérant aussi et puis drôle. C'est un gros coup de cœur. Merci Pauline Klein d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.